Bienvenue au Manège militaire de Québec, où je me trouve parmi des centaines d'invités qui se préparent à honorer les Grands Québécois 2019. Depuis 30 ans, la Chambre de commerce tient à souligner le parcours exceptionnel de certaines personnalités. Des hommes et des femmes qui ont su se démarquer dans leur secteur d'activité, mais qui ont aussi fait la différence dans leur communauté. On pense au domaine de la santé, le domaine social, la culture ou l'économie. Et leur impact est allé bien au-delà. Je vous invite à aller découvrir nos Grands Québécois 2019 en compagnie des centaines de personnes qui sont ce soir ici pour les honorer. Beaucoup d'amis, des membres de leur famille et plusieurs collègues. Bienvenue à la 31e édition du Gala des Grands Québécois! On commence avec le secteur économique et je me trouve avec Marie-Pierre Germain. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour, bonjour. Vous êtes la fille de Christiane, vous êtes la nièce de Jean-Yves. On a un frère puis une sœur qui sont de remarquables partenaires d'affaires. Ils sont très complices. Comment ça sent au quotidien? En fait, oui, effectivement, je suis la fille de Christiane, la nièce de Jean-Yves. Des fois, ça vient mélangeant tellement, justement, ils sont complices. Je pense que la complicité, en fait, c'est dans le respect de leurs compétences. Ils ont tous les deux leur champ d'expertise. Et des fois, ça se croise, mais ils réussissent malgré tout à trouver leur compte, soit au développement, aux opérations de nos hôtels. Et d'ailleurs, on va voir jusqu'où la complicité familiale, ça peut mener très, très loin. Il faut reculer il y a une trentaine d'années. L'hôtellerie était un petit peu différente. Là. On a été très audacieux. On l'est encore. Oui, on a été fous un peu. Là. Ouais. OK. 194. OK. La première démonstration de notre audace, quand on a ouvert notre premier hôtel en 88, on a enlevé les bains et on a fait des grandes douches vitrées. Et pour l'époque, c'était très, très audacieux parce qu'on brisait un modèle. Nos collaborateurs, prêteurs de l'époque, là, s'ils avaient réalisé au départ qu'on travaillait avec des douches, là, au départ, on n'aurait pas eu... Ils nous auraient pas consenti notre prêt, c'est clair. Là. On a 18 hôtels en opération présentement. Le dernier rapport que j'ai vu, le nombre d'employés qu'on avait à travers le Canada était autour de 1300 quelques poussières. Alors, tu te qualifies pour ton rang. Puis là, il était dans le premier groupe de 10. C'était une histoire de famille. Même quand on était enfant, l'entreprise était une histoire de famille, tu sais. Nos parents étaient les deux entrepreneurs. Ma mère avait une petite tabagie, puis à Sainte-Foy, où il était placé à Sainte-Foy, là, ils étaient les premiers à avoir le journal du jour. Tu sais, on rit de ça aujourd'hui parce que c'était instantané, les nouvelles, mais dans le temps, c'était l'avoir la même journée. Arrivait le lendemain à Sainte-Foy. C'est ça. Alors, tu sais, on parle d'innovation. Ça en était une, la crème glacée molle. Molle. C'était le premier à avoir une machine à crème glacée molle. Tu sais, on rit aujourd'hui, mais quand ça n'existe pas, là, c'est... Vraiment, là, il y avait cette capacité, vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes, là. Ils allaient chercher les affaires nouvelles, puis ça a toujours été comme ça, tu sais. On a tous vécu ces aventures-là, ces réussites, comme les choses qui ont moins bien fonctionné. Alors, on a appris avec eux autres que un parcours d'entrepreneur, c'est pas juste des bons coups, c'est aussi des choses, des fois, qui vont moins bien, mais qui nous donnent l'occasion d'apprendre beaucoup. Oui. Tu sais, si j'avais recommencé demain, là, puis tu fais n'importe quoi sauf ce que je fais, je serais peut-être un ingénieur, peut-être, ou... Missionnaire. Non, mais j'ai déjà eu ce goût-là de missionnariat. Quand j'étais jeune, adolescente, je voulais changer le monde. Et moi, je voulais changer le monde, mais j'ai toujours été quelqu'un qui s'est réalisé dans l'action. Tu sais, je suis pas une intellectuelle. Je suis une personne qui se réalise dans l'action. Alors, quand tu veux changer le monde, il faut que tu ailles sur le terrain, tu sais. Alors, si tu vas aller sur le terrain, bien, tu t'en vas en Afrique, tu t'en vas où les gens ont besoin de toi. Ah non, j'avais même fait des démarches quand même. Puis, à un moment donné, la vie s'est chargée d'autre chose, là. C'est un sujet qui nous préoccupe, hein? Non, mais en fait...
moment donné, dans la vie, tu veux ralentir peut-être, mais arrêter, je pense. En tout cas, moi, personnellement, là, puis je connais Christiane, là, on ne veut pas nécessairement... En même temps, les gens qui nous suivent, il faut savoir donner de la leur donner place. de l'air, là, tu sais, je veux dire. Alors, je pense que c'est une question de ralentir, de trouver le bon dosage. Exactement. Puis en même temps, nous autres, de garder du plaisir un peu aussi, hein, parce que tout ce qu'on a fait là, on a aimé ça, faire ça. Dans le cas des Grands Québécois, c'est notre communauté proche qui nous remet cet honneur-là. Alors, je pense à mon père, dans ces moments-là, il est comme moi un peu, là, il est émotionnel, alors il serait... Les deux le seraient, je pense. Ouais. Hein? Les deux, ah non, c'est sûr. Ma mère aussi, mais c'est sûr qu'il serait très fier de nous autres. Très émus, très fiers, puis ils sont en quelque part. Bravo, bravo, bravo. Madame Christiane et Monsieur Jean-Yves Germain. Après la pause, un homme qui met toute son énergie à faire avancer la recherche en santé mentale. Mesdames, Messieurs, faites-moi le plaisir d'accueillir la grande Québécoise nommée du secteur de la santé, Dr Louise Provencher. Dans le domaine de la santé, notre grande Québécoise, c'est la docteure Louise Provencher, chirurgienne oncologue qui a beaucoup fait pour faire avancer la recherche contre le cancer du sein, mais aussi pour ses patientes. Et je me trouve en ce moment avec ses enfants et son mari. Marc-André Côté, bonsoir. Bonsoir. Si vous aviez une seule qualité pour décrire votre femme, qu'est-ce que ce serait? J'en aurais deux, je dirais générosité et implication. Qu'est-ce qui vous impressionne particulièrement dans son parcours? C'est qu'elle a su développer une grande expertise médicale tout en ayant beaucoup d'humanité et beaucoup de temps pour ses enfants et sa famille. Quand on est médecin, la population s'attend qu'on soit bon, qu'on soit au fait de nos connaissances, qu'on se tienne à jour. Je crois fermement qu'être médecin, c'est aussi avoir le souci de l'autre. C'est dès l'âge de 10-12 ans, je voulais aider les autres. Après ça, ça n'a jamais changé. En tout premier lieu, je suis chirurgien. On a été plusieurs femmes dans plusieurs disciplines en même temps, mais en chirurgie générale, il n'y en avait pas. C'est un domaine où c'était les hommes, surtout, qui étaient en quantité plus importante. C'est pas tellement d'avoir été la première, c'est surtout d'avoir, j'espère, démontré qu'on peut être chirurgien, on peut être femme, on peut s'occuper très bien des patients, faire de la recherche. Au fil des années, il y a eu des besoins identifiés par les patientes, identifiés aussi du fait des traitements que l'on donnait. Et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas être juste un chirurgien, une omnipraticienne, un radio-oncologue. Il fallait ajouter non seulement des médecins, mais aussi une équipe interprofessionnelle, des pharmaciens, des kinésiologues, des physiothérapeutes, des nutritionnistes. Autant le chirurgien, auparavant, il y a 30-40 ans, était seul. Maintenant, nous sommes une équipe de près d'une centaine de personnes avec diverses spécialités. Dans ma vie, je n'ai jamais rien eu de gratuit. Alors, chacun des petits pas qu'on a faits ici, chacun des postes qu'on a eus ici, ça a toujours été après... est-ce que j'appellerais ça des batailles, des arguments? Mais finalement, il faut juste être déterminé. Il faut juste se dire, la patiente en a besoin et ne pas lâcher. Ici, à l'hôpital Saint-Sacrement, nous traitons plus que 1200 nouveaux cas de cancer du sein par année. Elles n'ont rien fait pour avoir un cancer du sein. Et pourquoi elle a un cancer et pourquoi moi, je n'en ai pas, c'est une question de chance ou de malchance. Raison de plus pour être sensible au fait que en un seul mot, en un seul diagnostic, on vient de changer leur vie. Changer leur vie aussi, mais changer aussi la vie de leur famille. Bonjour, docteur Provencher. Comment ça va? Ça va
Très bien. Depuis qu'on s'est vus, il n'y a pas eu de choses nouvelles? Non. Non. De changer leur vie comme ça, il faut être présent. Il faut être là pour leur montrer qu'il y a des solutions. Pour le moral, c'est mon équipe. C'est très gratifiant quand je vois une patiente qui vient me voir et qui dit « J'ai fini mon 5 ans, j'ai fini mon traitement. » Ensemble, on est allé au bout du contrat qu'on avait. Une patiente qui vient me montrer son bébé après qu'elle ait eu un cancer du sein tout jeune. La patiente aussi qui dit « Je voudrais que ce soit vous, Dr Provencher, qui m'a traitée parce que vous avez opéré ma mère, ma sœur, et elles sont encore là. » OK, on y va. Puis En général, traiter des patientes avec un cancer du sein qui nous prouve l'importance de la vie, qui nous prouve qu'on peut rebondir après avoir eu un tel diagnostic, c'est très satisfaisant. Et on a l'impression qu'on les aide, mais je vous dirais souvent, c'est elles qui nous aident le plus à voir le quotidien, à apprécier chacun des moments, à ne pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire. Je retire souvent beaucoup plus que ce que je peux donner, je crois. Alors là, on passe au domaine social et tu vas me dire comment il s'appelle, ton grand-papa? Michel Véraud. Exactement. On parle de Michel Véraud avec sa fille Catherine Véraud. Bonjour, Catherine. bonsoir. Votre père, c'est le président du conseil d'administration de la Fondation Cerveau. Qu'est-ce qui fait qu'il a tellement de qualités pour sa vocation sociale? Ah, mais mon père, c'est un homme humble. Mon père, c'est un homme de cœur qui a toujours donné de l'importance à l'humain au-delà de tout ce qui vient après l'humain. Mon père, il a vraiment toujours raison. Fait que c'est un homme d'excellents conseils. Puis quand son cœur est dans une cause, c'est la meilleure personne à impliquer pour arriver à un résultat positif. Présentement, nous sommes dans une des salles du Centre de recherche Cerveau. Le Centre de recherche Cerveau est un des plus importants centres de recherche en neurosciences au Canada, où on regroupe des chercheurs internationaux qui viennent prendre connaissance de nos recherches et qui nous aident à faire avancer la science. On cherche sur le cerveau lui-même, mais les chercheurs développent également des pièces d'équipement de façon à être capable d'aider dans le futur la médecine. C'est très complexe. Il y a beaucoup de maladies. Il y a la schizophrénie, il y a l'Alzheimer. C'est très, très vaste. Tout ce qui est contrôlé par le cerveau, lorsqu'il y a une déficience, c'est considéré comme étant une maladie mentale. Depuis quelques années, je suis président du conseil de la Fondation Cerveau. Mais auparavant, j'ai opéré la compagnie Véraud Inc. Pendant 35-40 ans. Véraud, ça a été une des plus grosses entreprises de construction au Québec. Mon implication dans Cerveau vient d'un phénomène qu'on a vécu dans notre famille. Mon fils a été atteint d'une maladie mentale à l'âge de 22 ans. Et lorsque la maladie l'a frappé, on ne savait pas à quelle porte frapper. Et quand une personne est frappée d'une maladie mentale, elle ne sait pas où aller. Quand on a mal à une dent, on va voir un dentiste. Quand on a une maladie mentale, on ne sait même pas dans quel hôpital aller. Il n'y a pas d'urgence pour ça. La seule fois, eux autres, ils nous passent la salle gratuitement. Oui. C'est une fois nous commande. Dans la Fondation, je préside le conseil et je travaille en étroite relation avec la directrice générale. Mais pas le dire, c'est pas le lancer officiellement. Je pense que je fais un travail important. Il est différent de ce que je faisais avec Véraud Inc. L'objectif n'est pas le même, mais la façon de travailler est la même. La mission, ça a été de lancer la campagne de financement là, de 10 millions
qu'on est en train de faire. Les sous que l'on amasse vont servir à supporter le centre de recherche, à supporter l'enseignement, à faire des campagnes de prévention pour aviser les gens des symptômes des maladies mentales. Je ne vois plus le travail dans une fondation seulement monétaire. C'est un travail d'objectif et de service. Fondation Cerveau, bonjour. J'espère qu'on va atteindre notre objectif de 10 millions dans la grande campagne. Si vous avez des questions, vous nous rappelez. J'espère que le centre de recherche va continuer à rayonner mondialement et j'espère qu'on va structurer la fondation pour qu'elle puisse durer longtemps. Il y a des services payants. Il reste beaucoup de travail à faire, mais on est en bonne voie. Monsieur Michel Véraud. Dans quelques minutes, un homme qui a marqué une génération d'enfants. On poursuit le 31e gala des Grands Québécois à l'instant. Dans le domaine culturel, on a choisi d'honorer Roland Lepage, comédien, auteur, homme de théâtre. Paulette Dufour, vous êtes une amie de longue date de Roland Lepage. Il y a un moment dans sa carrière qui vous a particulièrement marqué. Oui, c'est fin des années 80, quand Roland est devenu directeur du Trident. Il a cessé complètement l'exode des comédiens de Québec. Ce n'était plus des distributions moitié Montréal, moitié Québec. Il y avait du travail, enfin, pour les comédiens de Québec, et ils sont restés à Québec. C'est lui qui a vraiment initié ça. Et bien sûr, on le rappelle souvent, c'est lui qui a créé Larry Boulding sur les ondes de Radio-Canada, et vous allez voir que ça brassait pas mal dans cette émission-là. Une émission couleur de Radio-Canada. Mandibule, bedaudenne, paillasson, friponnot et dame plume giroflée. Il y a une chose que j'ai faite et qu'on ne m'enlèvera jamais, que j'ai créée, c'est Larry Boulding. Ça, j'en suis très fier. C'est nous, Larry Boulding, oui, c'est nous, c'est un ours. Ça ramène toutes sortes de souvenirs. Il y avait des nouveaux médias, comme la télévision, par exemple. Mais là, je voulais en faire. J'ai commencé à être distribué dans une émission pour enfants. Et on m'a demandé aussi d'écrire des scénarios pour une nouvelle série. C'est là que je suis arrivé avec Dame Plume et Friponneau et Giroflée, et Prunelle et Monsieur Bedonden. Je lui ai créé ce caractère complètement folingue. Et voilà. Bedonden, je le voyais comme un gros dindon, vous savez, qui se pavadait. Homme, quel homme, tu es fort et brave et seul champion. C'était le veston. Ça, c'était le gilet qui était sur le veston, sur la chemise, la cravate qui est là-bas. Dire que maintenant, nous nous retrouvons dans un musée. Nous sommes au musée de la civilisation. Ces costumes-là, il y en a vu. Il y en a essuyé de la crème fouettée, de la crème à barbe, de l'eau. Maintenant, on traite ça comme si on faisait de la chirurgie dans une clinique. Là, avec des gants blancs. Une machine n'a jamais été traitée par des gants blancs avec des gants blancs. Ah non! Monsieur Bedonden, non! C'était avoir créé un univers. Moi, je prenais des situations d'actualité, puis là, je grossissais ça, je passais ça à la moulinette de Larry Boulding. Alors, tout ça, ça devenait énorme. Et tout ça, c'était à Larry Boulding. Alors, il pouvait arriver n'importe quoi. On ne savait pas si c'était un pays, si c'était une ville, si c'était un lieu. C'était Larry Boulding. Et personne ne se posait de questions. C'était ça. Il faudrait bien que je me rase. J'ai le menton comme une brosse de chien. Ah, mais quelle barbe, cette barbe! Quand je repense à ces textes-là, on pourrait dire que j'en fumais du bon, mais non. Je me suis jamais inspiré à autre chose que ce qu'il y avait ici. Moi, j'aimais ça, j'aimais que ça pète, j'aimais que ça éclate. Pourtant, je suis plutôt sage de tempérament dans ma vie courante et tout, mais j'ai un côté complètement fou. Que vous aurez de ces nouvelles? Oh, c'est une merveille! Vous êtes des... C'était enregistré comme si c'était en direct.
D'ailleurs, il est déjà arrivé un accident, par exemple, dans un épisode où je devais manipuler une assiette. Je devais la casser sur paillasson. Et puis, en cassant, ça me coupe le bout des 2 doigts ici. Le bout du doigt pendait, le sang se met à couler. Puis je vois ça. Puis, bien, on pouvait pas s'arrêter puis dire, bien là, on va s'arrêter, on va faire d'autres choses. Non, il fallait continuer. J'ai continué à jouer, puis là, on me jette dans une baignoire, et puis là, ça coupe. Puis après ça, bien, on a arrêté, puis là, je suis allé à l'hôpital et tout. Alors, c'était ça, de façon de travailler. Ça va. La chère Denise Morel, qui jouait Dame Plume. Je disais, Denise, c'est pas un jour, peut-être on sera plus là. Et puis, il y aura encore des gens qui se rappelleront avec attendrissement ces moments quand ils revenaient de l'école le vendredi et qu'à 5 heures, ils arrêtaient de faire leurs devoirs et ils nous regardaient. Nous allons faire partie de leur mythologie personnelle. Et c'est ce qui arrive. Puis en même temps, il y a toujours des périodes de doute. Moi, souvent, je sens, c'est le syndrome de l'imposteur. J'ai toujours l'impression que les autres, ce qu'ils font, c'est grand. Et que moi, finalement, j'ai fait des choses ordinaires. J'aurais voulu être un artiste. C'est nous la Ribouldago, oui, c'est nous. Félicitations à nos 5 grands Québécois 2019. Bonne fin de soirée. J'espère que vous avez aimé les découvrir, nos grands Québécois 2019. Des gens dynamiques, plein de projets, très inspirants aussi. On peut dire que la barre est haute pour l'an prochain. Merci d'avoir été des nôtres.